80 000 ans is the latest film by Paris-based artist and filmmaker Christelle Lheureux. Since 2006, she teaches cinema and contemporary art at HED Geneva. 80 000 ans, which has its international premiere at IFFR, marks her return to IFFR since 2012, when she screened her film La Maladie Blanche in our short film competition. Laurence Raymond is a producer and film curator, currently serving as the head of programming at Champs-Élysées Film Festival and a programmer for the Festival de Cinéma de la Ville de Québec. She was previously the short film programmer at Directors Fortnight at Cannes Film Festival. Donc, écoute, donc, bravo pour ce très beau film. Et en le voyant, en le découvrant, la première chose que j'ai ressentie, c'est cette idée de prolongement en fait de ton précédent film. Et je me suis dit qu'il y avait un petit peu comme un retour du personnage féminin qui était un petit peu transposé, mais on retrouve aussi le personnage de Thomas. Donc, je parle de La Terre penche, où on retrouve déjà Laetitia Spigarelli comme comédienne et son personnage a beaucoup d'écho entre les deux films, elle a tendance un petit peu à s'endormir un peu partout. On peut parler de narcolepsie vraiment, et c'est aussi voilà, il y a des thématiques qui reviennent. Donc voilà, je voulais te demander s'il y avait eu dans l'écriture de ce film-là de 80 000 ans peut-être l'idée et le plaisir de la variation entre les films. Oui, alors il s'est passé pas mal de choses entre La Terre penche qui date de 2015 et 80 000 ans qui date de 2020. En fait, donc j'ai rencontré Laetitia sur ce film La Terre penche et ensuite on est devenus amis et on a même, avant que je me lance dans 80 000 ans, on a écrit un film qu'on veut tourner en Thaïlande, qu'on souhaite coécrire, je le réaliserai et elle jouera dedans. Ce qui fait qu'on a passé beaucoup de temps ensemble à parler de ce que c'est que cette solitude parisienne en approchant comme ça dans la trentaine. On a beaucoup parlé comme ça de solitude féminine, de rapport au temps, c'est des choses qui m'intéressent. Et en fait, 80 000 ans est venu très vite à la fin de cette écriture. Parce que j'écris aussi un long métrage, je souhaite qu'elle joue dedans, qui joue aussi comme ça sur des strates de temps qui joue aussi sur des strates de réalité entre ce qu'elle imagine, ce que l'on voit, ce qui pourrait se passer, ce qui ne... Donc voilà, en fait, en gros, j'arrivais un peu au bout de l'écriture du long métrage et j'avais envie, du coup, de façon très spontanée, de profiter comme ça d'un petit temps que j'avais l'été. Laetitia était libre. En gros, ça s'est écrit assez rapidement, très rapidement même. Je me suis décidée début juin et on l'a tourné début juillet. Et c'était vraiment l'idée d'essayer quelque chose ensemble pour tester des idées. Et l'idée, c'était aussi de ne pas rajouter un film à tous les films que j'ai faits. Alors, je me suis dit que j'avais envie de revenir à des formes que j'avais beaucoup expérimentées quand j'étais artiste, des formes comme ça à deux écrans. Et on s'est lancé comme ça en fait. Donc c'est pas que c'est improvisé, mais un peu quand même quoi. Je sais pas si je réponds à ta question en fait. Si, mais en fait, oui, dans les conditions de réalisation, d'écriture et de production. Ouais. Mais c'est vrai que ça se sent ce côté très, très léger. Enfin, autant la Terre penche était un film en pellicule, donc il y avait tout un travail peut-être sur la luminosité, sur le soleil, sur les corps. Et là, on est plutôt sur une autre approche. Et d'ailleurs, voilà, l'autre chose qui est très flagrante et très forte dans le film, c'est ce double écran qui est pas tout le temps là, mais quand même essentiellement, et qui donc rappelle certainement tes œuvres plutôt d'installation. Mais qui résonne en fait très bien finalement avec ton travail sur le temps fragmenté, parce qu'on n'est jamais vraiment, enfin on ne sait jamais si on est dans un présent, un rêve, un passé, une imagination. Du coup, quand tu as travaillé, comme tu fais le montage aussi de ton film, quand tu as travaillé ce double écran, ça devait être très intéressant de réfléchir à ces questions-là de temps fragmenté, image fragmentée.
Oui, oui, et c'était l'occasion avec un film un peu plus léger comme ça de vraiment tester cette forme parce que je pense que sur un long ou sur un film plus long, les enjeux formels prendraient un autre impact et ce serait, je pense, encore plus complexe à monter. Là, ça s'est monté assez facilement. Euh, Ce que j'avais aussi envie d'essayer, donc il y avait cette idée comme ça d'archéologie, aussi de revenir sur la terre de son enfance. On sent que c'est pas un endroit où elle revient souvent. Elle cherche un peu à recoller les morceaux de son histoire. Sans vraiment y arriver. Donc, elle comble avec son imaginaire ce qu'elle n'arrive pas à combler dans le réel, on va dire. J'ai perdu ce que je voulais dire. Pardon, je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, il y avait cette idée avec les deux écrans d'être toujours dans deux moments différents qui pouvaient être soit le présent du personnage, soit euh, un passé ou un futur possible ou une image mentale. Euh, et, et j'avais aussi très envie, mais ça vient aussi de la période des installations, de tester, de mettre le spectateur au cœur de la question du champ contre champ. C'est-à-dire, nous, quand on a un film avec un écran, on monte, on donne au spectateur, maintenant, il faut regarder ça, et maintenant, vous regardez tel personnage, vous regardez la réponse, vous regardez la réaction. Enfin, donc, il y a une décision qui est prise au moment du montage, et je trouve assez vertigineux. J'avais envie, en tout cas, d'essayer, sans savoir si ça allait marcher, de donner à voir au spectateur de donner au spectateur la possibilité de choisir par le regard en regardant à gauche, à droite, les personnages qui en fait sont en train de se parler en temps réel. Voilà, donc il y avait un peu ces deux envies très fortes et du coup la forme à deux écrans s'est imposée toute seule et je savais pas s'il y avait un film au bout et finalement il y en avait un, donc tant mieux. Mais, Mais c'est voilà. intéressant parce que comme tu expliques bien ce que tu as voulu obtenir avec ces doubles écrans. Et il y a des choses, voilà, le double écran, on a déjà vu au cinéma, ça existe. Mais il y a des choses que j'avais jamais trop ressenties. Par exemple, le début du film avec cet entretien de la jeune journaliste envers Ouais. l'archéologue. Céline, qui démarre pas ou qui démarre mal, ou qui, en fait, en gros, c'est une interview ratée, quoi, complètement. Et donc, on sent qu'il y a une espèce de résistance du personnage. Et en fait, ce double écran, il marque beaucoup ce côté, le film démarre pas. Donc ça, c'est assez, moi j'avais trouvé ça assez original, justement. C'est pas un double écran uniquement plastique, beau. Ça crée vraiment une faille quelque part, même dans le personnage, en fait. Ça appuie, on va dire, la Oui, faille. oui, c'est ça. En fait, on est plus dans la confusion que dans une réalité qu'on nous donnerait qui irait d'un point A à un point B. On est dans un cafouillage, à l'image de son interview, même après, le reste du film, je crois. On est dans un. Déjà, elle se remémore quelque chose qu'elle n'a pas regardé à la télé. Donc, le résultat, finalement, nous, on ne le connaît pas. Mais ce à quoi on a accès, c'est des bribes de ce qu'elle se souvient ou de ce qu'elle aurait peut-être aimé dire. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment on sait pas vraiment ce qu'on est en train de regarder, en fait, en termes de réalité. On a juste on a principalement cette frustration de ne pas réussir à dire ce qu'elle aurait voulu dire, en fait. Et une confusion dans sa façon de s'exprimer, dans le sens profond, quelque chose qui pourtant lui tient à cœur, l'archéologie. Et elle dit, c'est pour ça qu'elle dit aussi plus tard, je ne sais pas si je vais continuer. Elle est un peu perdue en fait avec, avec ça. Donc ouais, je crois que tout de suite, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en relation des confusions de réalité. Enfin, c'est-à-dire, je crois que c'est là que la fiction m'intéresse, c'est-à-dire j'aime bien raconter des histoires, mais est-ce que raconter une histoire d'un point A à un point B sans digression, sans variation, produit autant de vérité que si on rajoutait des tas de digressions ou de cafouillages à l'image de l'esprit du personnage, quoi, de comment ça fonctionne et ça rappe, ça marche pas. Euh, j'ai l'impression que ça touche un tout petit peu plus de vérité finalement, qu'on est un tout petit peu plus proche du cheminement intellectuel du personnage
En tout cas, c'est là que la fiction m'intéresse, en fait. C'est-à-dire quand, quand on s'approche de plus, en donnant différentes variations, différentes vérités, j'ai l'impression qu'on s'approche plus de ce que le personnage est, en fait, dans sa confusion, dans ses paradoxes, entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait vraiment. Ouais, c'est là que l'histoire, le récit m'intéresse, en fait, je crois, dans la fiction. Parce que je viens pas de la fiction au départ, mais voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi à l'image de ce personnage et de sa narcolepsie, parce que ça en fait un personnage qui est lui-même entre l'éveil et le rêve, entre le réel et autre chose. Ouais. Donc c'est intéressant parce que, et puis je pense que, en tout cas, entre La Terre penche et 80 000 ans, tu fais vraiment un très beau portrait de personnage en doute. Enfin, moi, je trouve que le doute, c'est vraiment le Ouais. moteur quoi, profond de tes personnages. Et c'est en fait c'est assez rare et voilà, c'est très beau de voir ça. Ouais, merci. Et tu peux peut-être nous parler un petit peu de l'archéologie, parce que de film en film, j'ai pas pu voir tes projets installations, mais même dans les titres, ça venait déjà, l'idée de archéologie, l'idée des grottes pariétales dans la maladie blanche. Donc, est-ce que tu voulais être archéologue quand tu étais petite? Peut-être, j'aurais oublié, mais peut-être. Euh, je pense que ça vient plus en vieillissant, je dirais, je crois. Ça m'a toujours intéressée, mais je trouve que le sens, le vertige du temps qu'apporte, comme on va là, c'est vrai qu'on est dans une société où on est un peu tout le temps dans l'immédiat, dans le présent. Des fois, on est même incapable de se souvenir ce qui s'est passé dans tel pays il y a 10 ans. Enfin, on est vraiment dans un présent, presque une surconsommation du présent. Donc, on est là, enfin, je sais pas comment. Je trouve que le vertige du temps, ça nous remet un peu en place, en fait, dans l'échelle de la planète, dans l'échelle du temps en général. Et je trouve que ça fait pas de mal ouais, ça nous remet en perspective dans l'échelle de la planète et de ce que l'on est, nous, descendants de cette très très longue, de ce très long développement. Et voilà, et aussi, ouais, je sais pas, ça me fascine en fait. Je sais pas très bien en parler, mais ouais, j'adore aller voir des. Je trouve ça très émouvant en fait de voir des. Là, par exemple, c'était un site. Donc, je voulais tourner en Normandie et je suis tombée sur un site. C'était très facile, c'est très étrange. Ça date de 80 000 ans, mais je pouvais y aller là avec ma caméra. Je pouvais aussi Dominique Cliquet qui s'occupe de cette fouille archéologique me proposait même si tu veux, tu peux venir fouiller avec nous. C'est complètement parce qu'il y a peu de bénévoles, il y a peu de voilà, ils sont un peu et en fait ils sont là en train de fouiller, à frotter un peu le sable. Parce que du coup le site était très beau, c'était comme ça au bord de la mer. Il y avait c'est une dune au bord de la mer qui est en train de s'écrouler et ils sont en train de trouver comme ça des traces, comme on en a très très peu sur la planète. On en a trouvé très très peu de traces de pas, de présence d'une communauté néandertalienne. Euh, et c'est je trouve ça très émouvant en fait, juste de se dire que ça date de si loin et que ça vient de notre histoire et je crois que c'est un peu. Enfin, en fait, à la fois, c'est très loin, et puis en même temps, ce que je cherchais aussi avec le personnage de Céline, c'est quand elle revient comme ça dans son lieu d'enfance, qu'elle a un peu oublié parce qu'elle fait autre chose et qu'on sent, comme je disais, qu'elle y vient pas trop, et que du coup, elle a un rapport à sa propre histoire qui est un petit peu. Comment dire, on sent elle le pratique pas trop, elle l'a aussi un peu oublié, et puis elle trouve pas en gros de traces, c'est-à-dire il y a personne qui répond à ses messages. C'est un peu comme si elle avait jamais vraiment été là. En tout cas, elle est en quête de lien en fait avec son histoire, et il y a comme un creux quoi. Et dans cette solitude là. Voilà, je pense je sais pas quoi, j'ai l'impression que j'avais envie de la faire gratter à la fois dans son imaginaire et dans le réel pour trouver comme ça des indices d'une inscription
d'elle dans cet espace de ce petit village au bord de mer qui appartient à son histoire pourtant, mais dans lequel elle se sent étrangère. J'avais l'impression que c'était assez beau de mettre les deux comme ça, sans vraiment tout à fait conscientiser, mais en montant, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc, sans que ce soit trop dit, euh, qui était assez beau en fait. Mais Enfin, oui, ce parallèle, ouais, ça fait beaucoup d'écho justement le parallèle entre son propre passé personnel qu'on voit pas, qu'on élude ou qu'on affronte, et puis effectivement un méga passé quelque part, le passé général de ouais, l'humanité énorme. Ouais, qui est comme le nôtre aussi. Donc quelque part on est un peu attaché aux deux. ouais, Et c'est c'est vrai que c'est ça. intéressant de voir ces personnages qui sont entre la grande histoire, leur histoire, qui est quand même la grande histoire aussi. Donc Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, je voulais aussi te poser une question sur les animaux fétiches, puisque là, donc de film en film, on a à chaque fois, en tout cas les 3 derniers films, on a des animaux fétiches complètement identifiés, que ce soit le sanglier dans la maladie blanche, que ce soit la méduse dans la terre penche, et puis maintenant, donc c'est la C'est vrai. vache qui C'est arrive et vrai. qui fait irruption dans la maison de Céline et qui nous donne un magnifique double écran de regard de l'une à l'autre. Et donc, bon, forcément, ça évoque un tout petit peu un animisme et éventuellement, ça nous emmènerait du côté d'un cinéma d'Apichatpong, éventuellement vers C'est cool. Mais est-ce que voilà, c'est des choses que tu avais, est-ce que tu t'es dit que tu voulais un animal fétiche par film, par exemple, ou est-ce que ça advient? Je sais pas trop en fait. Ça m'amuse beaucoup de personnifier des animaux. C'est-à-dire, peut-être que là, la vache, en tout cas, sur 80 000 ans, elle revient parce que la journaliste lui a demandé mais depuis quand les vaches sont en Normandie? C'est une espèce de mythe comme ça, la Normandie, la vache. Et qu'elle n'a pas de réponse. Et que du coup, dans son inconscient, comme ça, vient une vache, enfin, dans la nuit. On ne sait pas si c'est présent ou le rêve, mais elle lui pose des questions comme ça sur ses ancêtres. Euh, je sais pas, je trouve ça assez fascinant d'essayer de faire ça. Je crois que j'aime bien tourner avec les animaux aussi. Enfin, c'est. Euh, Et ouais. ça rajoute une part aussi d'irrationnel dans un univers qui est déjà Oui, ouais. pas complètement rationnel. Ouais. Non, mais je pense que c'est une façon aussi de personnifier des personnages un peu absents. Par exemple, dans le sanglier, dans la maladie blanche, bon voilà, on sait qu'on a la mère qui est absente et elle est en quête de retrouver la peinture du sanglier. D'ailleurs, elle le rencontre, elle n'en a pas vraiment peur, elle le suit en fait. C'est qu'à un moment donné, en fait, je trouve intéressant de ramener des animaux pour ce qui pourrait représenter dans l'imaginaire des personnages et puis de voir ce qu'on peut faire avec leur façon de se déplacer, de faire des bruits, d'interagir en fait. Même si on sait que le dialogue n'est pas possible avec les mots, il y a quelque chose de l'ordre d'un échange qui reste possible. Et du coup, quelle est la teneur de cet échange? Il peut pas être, effectivement, il peut pas être rationnel, donc il amène d'autres genres de réponses, quoi, j'ai l'impression, et ça participe un peu ouais, de montrer en tout cas des personnages en quête quand ils sont dans la relation avec les animaux, quoi. Et du coup, ça raconte un peu des personnages et en même temps, il y a quelque chose d'un peu incongru et d'impossible qui n'arrive jamais dans la vie. Et comme on fait des films, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, je crois que c'est un peu ça qui m'intéresse, ouais. Et puis, En même temps, il se trouve que dans 80 000 ans, la vache, elle agit presque comme, en tout cas, je ne vais pas dire une figure psychanalytique parce que c'est un peu trop, ça serait malvenu, mais quand même, la première phrase, la phrase que lui sort Céline, c'est quelles sont tes origines? Donc en fait, l'image de la vache pour Céline, c'est une interrogation sur les origines, oui, immédiatement en fait. oui, c'est Elle ne ça, demande ouais. pas d'où tu viens. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, oui, Donc ça ouais, livre un petit peu quelque chose du film aussi, quand même, très ouais, spontanément. ouais. De façon très directe et un peu, voilà, ouais.
C'est des questions qu'elle poserait peut-être pas dans un personnage, un humain, quoi. Je sais pas. Oui, surtout qu'elle a l'air très mal à l'aise à chaque fois qu'elle croise en tout cas, Oui, le pauvre garçon qu'elle croise sur le pont. oui, elle a un problème de lien. Elle ne sait pas comment raccrocher les gens avec qui elle aurait, enfin, les gens qu'elle aurait connus ou qu'elle a connus. Elle a du mal à, comme elle a du mal à se raccrocher à sa propre histoire, elle a du mal aussi avec les gens comme ça à dialoguer, et à avoir des rapports un peu simples. Tout est un peu compliqué quoi, dans sa tête. C'est-à-dire que quand elle rencontre deux fois Samuel dans les deux versions de retrouvailles qui sont très différentes l'une de l'autre, et ça coule pas tout seul. Quoi. Il y a quelque chose qui rappe un peu et qui raconte en fait le malaise qu'elle a. Qu'on peut tous avoir voilà, dans sa vie intime, en fait, sa vie psychique. D'ailleurs, je voulais te parler de cette scène, la première rencontre avec Samuel au bord de la plage, euh, qui est effectivement un grand moment de malaise et qui en fait renvoie à une énorme mélancolie quelque part quand on comprend que c'était un rêve, mais un rêve d'un malaise total. Donc il y a quelque chose de très mélancolique en fait qui se développe autour du personnage de Céline. Ouais. Et comme tu fais de la fiction depuis enfin, quelques années, mais que tu vas vers la fiction encore plus. Mm. Est-ce que ce sont des choses que tu... Enfin, voilà, je trouve que ça, pour le coup, c'est très, très bien écrit. C'est vraiment... le sentiment de mélancolie passe très, très bien. Donc, est-ce que c'est des choses que tu travailles vraiment ou est-ce que ça s'est fait un petit peu avec Laetitia? Oui, non, non, ça c'est ce qui me tient beaucoup, mais et aussi ce que tu disais tout à l'heure, la question du doute, et puis et puis des deux personnages qui se cherchent, qui sont un peu perdus en fait, des personnages en quête qui savent pas trop comment s'y prendre en fait, qui sont pas en bonne adéquation, qui sont donc je trouve que ça se sent peut-être beaucoup aussi dans la Terre-Penche. Ils sont très maladroits en fait. Ils sont pas là où ils devraient être. Ils sont pas au bon endroit en fait. Et eux-mêmes ils sont. Et ça je trouve ça. Enfin ça m'intéresse en fait ouais ça m'intéresse de et c'est pour ça aussi que peut-être que ça colle avec Laetitia, parce qu'on est très à l'aise pour parler de ça et pour justement avancer ça sans crainte, quoi, sans honte, sans... Mais c'est vrai que ça crée des personnages, en tout cas là, en deux films, ça crée un personnage féminin très particulier et atypique aussi dans le cinéma de fiction générale, dans le Ouais. paysage. Et ben, en fait, je voulais aussi te ramener peut-être ou te faire parler peut-être un peu de tes connexions avec le cinéma asiatique au sens large, parce que j'ai vu qu'Apichatpong Veerasettakul était dans les consultants monteurs du film, au montage. Mm. Et donc, je sais que tu es lié à lui dans le travail, donc je voulais te demander peut-être un peu plus de Mm. précision là-dessus. Oui, oui, bah, en fait, Pichatpong, on s'est rencontrés en 2000, donc c'est une amitié qui date. Et on a fait deux installations ensemble, Ghost of Asia, je crois qu'il était d'ailleurs aussi à Rotterdam en 2005. Et avant aussi en 2003, on a fait un autre film quand il était en France. Je l'ai rencontré quand il était au pavillon Palais de Tokyo, en 2002, je crois. Enfin, enfin, j'ai passé beaucoup de temps avec lui à ce moment-là, je l'avais rencontré avant, et je suis allée beaucoup en Asie parce que j'ai une partie de ma famille qui est un peu asiatique, enfin, qui est asiatique, pas qu'un peu. Et, et voilà, j'ai fait pas mal de résidences, la villa Kujuyama au Japon, pas mal d'expos en Corée, tout ça. Enfin, bref, ça m'a toujours un peu fascinée, je crois, aussi toutes ces questions de bouddhisme, d'animisme. Ouais, pour moi, c'est d'autres possibilités de réalité aussi qui sont peut-être un peu moins morales que, par exemple, la religion chrétienne et, et peut-être plus ouvert. Et je sais en tout cas que j'ai passé beaucoup d'années, j'ai passé beaucoup de temps en Thaïlande aussi, chez Apichatpong. Oui. Il m'a trouvé des résidences. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est juste une amitié qui dure. On a fait aussi
j'enseigne en Suisse dans une école, on a fait des ateliers, j'ai emmené des étudiants là-bas, enfin, et voilà, et j'ai ce projet justement du coup en Thaïlande, mais avec le Covid c'est très compliqué, on ne peut pas rentrer. Voilà, de faire un film aussi justement qui soit un peu pas un bilan de toutes ces années-là, mais qu'est-ce que c'est ce rapport entre avoir 30 ans, habiter à Paris et puis venir d'une culture complètement européenne et puis rêver de l'ailleurs. Et puis voilà, c'est un personnage qui fuit sa réalité, qui raconte des tas de trucs aux gens qui sont... On ne sait pas vraiment la raison pour laquelle elle est là-bas. C'est-à-dire qu'elle ment, en fait, elle est dans le déni d'un truc et elle... je crois que je suis en train de m'embarquer dans autre chose. Mais Donc, non, mais là, comment? c'est ton projet de long métrage que tu es en Non, train de... ça c'est le projet avec Laetitia Ah, que d'accord. j'ai coécrit. Normalement, ce sera un court, enfin un moyen métrage, moins d'1 heure. Mais bon, oui, en fait, Apichat Pong, c'est une histoire d'amitié de longue date. Et puis, je crois ouais, on a plein de trucs à partager. Puis, je trouve ça. Voilà, c'est du plaisir, quoi. C'est une belle personne. Et puis, fait des très belles choses aussi. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se parlent dans vos univers, en tout cas dans tes univers de fiction, il y a vraiment les animaux, l'animisme, c'est des choses comme ça, même si c'est pas posé là de manière très intentionnelle, ça évoque un peu ça. Et moi, en voyant 80 000 ans, j'ai beaucoup pensé à Aung San Suu aussi. On est vraiment ailleurs, c'est pas, voilà, on est sur un cinéma asiatique, mais qui parle beaucoup d'Europe, ouais, mais comme une boucle qui se boucle. Il y ouais. a quelque chose de ça, alors avec des personnages féminins, enfin en tout cas le personnage féminin un peu paumé, enfin donc ouais, moi ça m'a, et puis je sais pas, même les lieux, la façon de filmer, les décors, voilà, moi j'ai vraiment une espèce de Oui, oui, flash, on sent. oui, oui, pour le coup, là, Aung San Suu, sur 80 000 ans, c'est assez. C'est peut-être un peu plus conscientisé qu'avant d'ailleurs, mais aussi comme c'est en vidéo, que c'est filmé de façon ultra simple parce qu'il y a peu de moyens. Mais bon, Aung San Suu, voilà, c'est sûr que c'est un cinéaste super important aujourd'hui. Moi, je suis un peu ce qui me fait venir à la fiction, c'est René et Aung San Suu, quoi. C'est-à-dire, c'est des réalisateurs qui justement travaillent le réel d'une façon assez originale, dans le sens où ils vont. Aung San Suu, c'est pareil, on ne sait pas toujours ces personnages si. Enfin, ils jouent beaucoup avec ce que les personnages pensent et puis, enfin, on a des scènes comme ça, où, je crois que c'est Hill of Freedom, où un homme veut raccrocher avec une fille et puis il s'imagine des scènes de comment. Voilà, il y a ça, il y a aussi le goût formel qu'ils ont. Enfin, Aung San Suu est très conceptuel en fait, dans sa façon d'aborder le récit. Right Now, Wrong Then, c'est un jeu aussi avec la vérité, en fait. Et ça, je crois que je trouve ça assez fascinant. Enfin, je le trouve très, très inspirant. Et puis René aussi, je crois que René était assez présent sur 80 000 ans dans ma tête. Ce film Je t'aime, je t'aime. Voilà, avec un personnage qui il a plus spécialement envie de vivre parce qu'il a perdu sa femme et du coup des scientifiques vont lui proposer de faire une expérience pour revenir dans le temps. Donc lui ça l'intéresse parce qu'il peut retrouver sa femme, mais la machine marche pas bien, donc c'est très très ludique. Comme René était monteur aussi, voilà, ce personnage il retrouve que des bribes et tout est en désordre et le spectateur se retrouve devant ce désordre à essayer de reconstruire l'histoire qu'il a eue avec cette femme. Et je trouve ça assez vertigineux et très inspirant aussi. Voilà. Je pense que ça, c'était assez conscient aussi quand j'ai écrit 80 000 ans. Je me suis dit que j'avais envie de jouer beaucoup avec comment on avance dans une histoire. Et c'est-à-dire que si par exemple on a une digression à un moment donné qui raconte quelque chose du personnage et qu'ensuite on revient en arrière et que pour continuer ailleurs, en fait, on revient jamais vraiment en arrière parce que le spectateur, il a fait l'expérience de cette chose, de cette digression. Et du coup, quand on revient en arrière et qu'on part ailleurs, on est forcément rempli de cette digression qu'on vient de voir. Et du coup, c'est ce jeu
qui m'intéresse en fait dans la fiction. Ça marche aussi au niveau des films entre eux et quand tu Oui, vois plusieurs films d'un auteur, moi j'ai revu donc tes films là en une fois, et c'est vrai que les échos se font d'autant plus visibles et c'est quand même quelque chose d'assez chouette de pouvoir merci. profiter des films comme ça. Merci Christelle Lheureux, c'était un plaisir de discuter avec toi autour de 80 000 ans et j'espère que tous les spectateurs de Festival de Rotterdam vont pouvoir apprécier ton film dans les meilleures conditions. Merci aussi à toi, Laurence, pour toutes ces questions et enchantée d'avoir fait ta connaissance. Et j'espère que, voilà, à une prochaine. J'espère que oui, on pourra se voir dans des festivals avec des grands écrans et boire un verre. Tout Très ça. présent. Oui.